to all of you. It's my honor and my delight to welcome you all here today. My name is Cristiana Figueres. I'm the Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change, and I'm here with Minister Ségolène Royal, who is the current COP president of COP21, and however, during COP21 was incredibly active in helping and supporting the success of Paris. So, Minister Royal, it's wonderful to be here with you. Now, you will remember that we've sort of gotten into a pattern of breaking world records. So in Paris, we broke several world records. The first one was to actually reach a global agreement because many had thought that that was impossible. But we also broke the world record of heads of state who came together under one roof on one day for one topic, never before 150 heads of state. And tomorrow, you and I are here because we're going to break another world record, the current record of the United Nations for signatures on opening day of any treaty is currently being held by the Law of the Sea, which on the first day opening for signature got 119 signatures, and we have reason to believe that tomorrow we may have as many as 170 countries signing at different levels. Many of them will be here at head of state or government or ministers or their permanent representatives in New York, but in any event, it may be as much as 170 signatures. So, Madame Royal, you must be very happy about this. I'm sure that you have a very big smile, both externally but also internally. Very happy about this true support, political support that comes for the Paris Agreement, leaving no doubt that there continues to be a momentum for working on climate change. So I think we can, just establish that as a fact, that there continues to be momentum. My question to you, however, is, and now what? So now we would have, let's, fast forward ourselves to tomorrow night. We have a record number of signatures. We have political momentum that continues. And now what? How does it look for you from the perspective of COP21 president? How do we move forward into the implementation of everything that is contained in the Paris Agreement? Bonjour à tous. Merci beaucoup, Cristiana. Merci aussi pour ce fantastique travail qui a été fait. Et c'est la vraie question qui est posée, c'est-à-dire que le troisième record que nous devons franchir, c'est le record du passage à l'acte, c'est le record de l'action. Je dirais deux choses. D'abord qu'il y a une espérance formidable qui s'est levée. Surmonter ses propres égoïsmes ou ses propres préoccupations nationales et se projeter vers un projet global qui a quelque chose à voir avec l'avenir de l'humanité sur la Terre. Et donc ce formidable mouvement, alors même que des pays sont en grande souffrance par rapport au dérèglement climatique, c'est un moment qui nous oblige, qui nous donne des responsabilités très lourdes. Moi, je vois vraiment trois idées à défendre. D'abord, c'est l'idée du courage, et notamment les pays les plus pauvres qui ont été les plus courageux parce qu'ils ont fait leur contribution nationale, alors même qu'ils sont victimes du dérèglement climatique sans en être responsables, ce que nous appelons la justice climatique. Ensuite, il faut l'irréversibilité, que chacun comprenne qu'il sera impossible de retourner en arrière. Et là, pour répondre très directement à la question, il faut mobiliser toutes les forces vives, non seulement les États, mais aussi les entreprises, les villes, les territoires, les citoyens, les ONG, les investisseurs. Et le milieu économique est très important pour traduire les choses dans les faits. Et enfin, il faut renforcer les ambitions, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans l'accord, celui-ci ne suffit pas, même s'il est contraignant, et on sait que les pays doivent renforcer leurs ambitions pour atteindre vraiment l'objectif d'en dessous des 2 degrés et se rapprocher des 1,5 degré de réchauffement climatique, car c'est à ce seuil que notamment les pays insulaires peuvent sauver leur existence. Donc c'est aussi une question de vie et de mort et de survie, l'enjeu climatique. Donc c'est à la fois quelque chose de dramatique par rapport à ce qui est vécu,
mais c'est aussi une formidable espérance parce qu'on voit maintenant que des solutions sont là. Et donc la responsabilité aujourd'hui de l'équipe que j'ai l'honneur d'impulser, d'animer, c'est de faire en sorte que les 70 coalitions qui se sont structurées lors de la conférence de Paris montent en puissance, et c'est le cas. Et il y a par exemple demain la coalition sur l'énergie solaire qui se réunit à l'initiative de l'Inde et de la France et qui concerne 120 pays du pourtour du secteur de l'équateur et qui vont engager des installations solaires en faisant baisser le coût de ces installations solaires, avec donc des projets très concrets, notamment dans le domaine de l'agriculture. Il y a la coalition Prix du carbone qui a fait un communiqué ce matin qui fait suite à des travaux très importants qui ont lieu à Washington la semaine dernière. Des États s'engagent, des entreprises s'engagent, des territoires s'engagent pour fixer un prix du carbone. Ça, c'est extrêmement important. Il y a la coalition des énergies renouvelables en Afrique qui constitue pour moi une priorité parce que c'est là où nous devons apporter les preuves de notre efficacité. Et puis, il y a la coalition de la mission innovation qui a prévu le doublement des investissements dans l'innovation. Donc ce travail au quotidien, ce travail difficile, il faut maintenir la pression, maintenir l'émulation, et je pense que les choses sont en bonne voie parce que les gens ont envie d'agir et ont compris aussi qu'ils avaient intérêt à agir. Well, thank you. And, you know, Minister, we're sitting here right in front of the panel of all of the SDGs, and your comments about solar energy make it very evident that we as a global community, we do not pursue the climate goals in the abstract. We do not pursue them for themselves. We pursue them through all of the different sectors that are actually represented here through the SDGs. And you were speaking now about solar energy, which certainly fits in to the sustainable goal number 7. But the same argument you can make actually about many of these others, right? You can zero hunger. You pursue climate smart agriculture as a contribution to climate, but also as a contribution towards zero hunger. You pursue livable cities with much more energy efficient infrastructure and much better transportation, certainly to contribute to climate goals, but in particular and very urgently for the livability of those cities as one of the Sustainable Development Goals. So that relationship between climate and SDGs is a very, very intimate relationship. We separated them only procedurally within the United Nations, but the fact is that in the reality of any country, this is completely intertwined. And so I would be very interested in hearing your views about how do we make sure that as we move into action, as you say, into breaking the third world record, which I very much like, as we move into action, how do we make sure that we understand that these things are not separate, that we cannot pursue them for different purposes, but that rather it is in the pursuit of the sustainable goals that we will contribute to the climate goals? Oui, c'est une très bonne question. Hein. C'est savoir comment est-ce qu'on fait le lien entre les objectifs de développement durable et la question climatique. Je dirais que le lien, il est tout simple. Hein. Il est vécu sur le territoire. C'est-à-dire quand les forêts reculent, quand l'eau n'est plus potable, quand la sécheresse progresse, quand il n'y a pas accès à l'électricité, il y a un lien très direct, c'est-à-dire il y a un creusement de la pauvreté des plus pauvres. Au fond, le dérèglement climatique produit un enfoncement des plus pauvres, un creusement des inégalités. Et donc on voit bien que la grande partie de la solution contre la pauvreté, elle est aussi dans la solution de lutte contre le dérèglement climatique, parce que tout est lié. Et je voudrais en particulier évoquer le rôle des femmes, que j'ai évoqué hier à la réunion de l'Union africaine. Et aussi à Paris, en organisant une très grande réunion, il y avait plusieurs centaines de femmes qui étaient là.
Et la question des femmes est absolument cruciale parce que d'abord 70% des pauvres sont des femmes. Donc quand le dérèglement climatique creuse la pauvreté, ce sont d'abord les femmes qui en sont victimes. Et ensuite parce qu'elles en ont les solutions entre les mains. Elles ont les solutions parce que la déforestation, c'est parce qu'elles n'ont pas l'accès à l'électricité. Passer des heures à aller chercher de l'eau, c'est parce qu'il y a la désertification. Donc inversement, tout ce qu'on fera pour lutter contre le réchauffement climatique, on va le faire pour améliorer la condition de vie des femmes. Et quand on sait que ce sont les femmes aussi qui sont les principales productrices de travail agricole, on voit qu'il y a un lien très direct entre l'harmonie avec la nature, la question des femmes et la question de la survie des femmes et bien évidemment de leurs enfants. C'est pour ça que j'ai décidé en tant que présidente de la COP de veiller à ce que toutes les INDC, toutes les NDC, maintenant toutes les contributions nationales aient une dimension femme. Je veux que 100% des contributions nationales intègrent la dimension femme, la dimension genre. Et donc je me suis adressée à l'ensemble des pays pour qu'ils appliquent cette résolution. Et de même, les financements qui sont donnés, notamment les financements d'énergie délocalisée, doivent être à parité ciblés sur des projets montés par les femmes et par les communautés de femmes. Parce que je suis convaincue que si on leur donne les moyens d'agir, alors les choses iront très vite. Et inversement, les 1,5 degré ne pourront pas être atteints si on ne donne pas aux femmes la totalité de leur pouvoir d'action. Donc ça veut dire que demain, ce n'est pas seulement la signature, il faut aussi lancer un appel à la ratification. Vous voyez, à Paris, tout le monde a donné par oral son accord. Là, on franchit un seuil historique très important avec 170 pays qui signent, c'est-à-dire qui acceptent le caractère contraignant de l'accord donné par oral à Paris. Mais cette signature doit s'accompagner d'un appel à ratifier le plus rapidement possible pour que les choses, en effet, ne stagnent pas. Et dans la ratification, il faut en même temps concrétiser les engagements nationaux et entraîner l'ensemble des forces vives qui peuvent contribuer concrètement à faire reculer le réchauffement climatique et l'utilisation des énergies fossiles. Well, thank you, Minister. And you brought up two very important points. One is the urgency of taking this now from signature. We had the adoption, now we have the signature and taking it to ratification. Because that does give it the legal basis in every country to move forward. And it does also point to the responsibility that every country has to enact the national level policies that will be consistent so that you can have a policy integration and a vertical integration of policy from the global level to the national and certainly all the way down to subnational community level. So it's a very good point. And thank you also for bringing up the role of women, because I think we agree that on the one hand, women are disproportionately affected negatively by climate change because we are so much more responsible for food production, for bringing water, for the stability of family than men are, and the data is very clear in that. But I also want to point out that I think there has been over the years a growing female leadership in the climate negotiations, and that I do believe that was part of the success. And I've looked recently at some very interesting data. For example, there are many more men in the energy world, but many more women in the climate change world, because climate change is looking toward those solutions. There are many in the investment world, there are many men that are in the leadership role in the C-suite of investment firms, but there are many more women who are actually in the ESG part, in the environment, social and governance concerns of investment. And so what that tells us is that women actually, we perhaps because we're responsible for the next generation, we tend to have more of a long-term perspective. We tend to collaborate better with each other, and we tend to be much more participatory and more concerned for long-term issues, for viability. So I'm actually delighted that we can also celebrate more and more female leadership, and I look forward to more female leadership as the years go by. So I have been instructed to open up the floor for questions. And how are we going to do this? You will pass the mic. Vous allez passer le micro. S'il y a des questions. Right there. Il y a une question. Merci.
Bonjour Madame Royal. Hello. Alors, je suis Bouchra Ben Youssef. I am Bouchra Bien. Ben Youssef Je vais me lever. Je suis Bouchra Ben Youssef I am du Bouchra site Ben Youssef marocaincuit.ma. of the site Donc Moroccan Quid. aujourd'hui, enfin demain, vous And allez passer today, le relais. and La tomorrow COP22 you are va going to s'organiser au Maroc. organize Donc je the voudrais savoir quel serait COP22 in l'enjeu, Morocco, and I puisque want to vous know avez what parlé is going to be le at principal enjeu play. aujourd'hui, Are c'est you la going to ratification, talk about bien sûr. today? You're Et saying the donc, most quel serait important l'enjeu, is the au niveau signature, du Maroc. and Et I Madame talk about Figueres this at the a level of Morocco. évoqué And l'énergie also, solaire. I Est-ce want que to vous pourriez talk nous about dire un solar mot energy. sur Can you la talk a little plateforme bit Nour au about the Maroc? Je vous platform remercie. in Morocco? And I thank you very much. Donc, merci pour votre question. C'est vrai Thank you for your que nous question. préparons le It is passage de true that relais we pour le are, Maroc. Nous faisons d'ailleurs un travail partenarial formidable doing avec le Maroc, c'est très important. Et nous pesons ensemble pour qu'il y ait un maximum de pays qui est ratifié lors de la COP22. Vous voyez, là, il y a le record des signatures. Il faut qu'au Maroc, il y ait le record des ratifications. En tout cas, nous pesons aussi pour que l'Europe ait ratifié. Vous savez qu'il y a des procédures un peu complexes. Mais nous souhaitons que les choses sont en bonne voie aussi pour la ratification européenne et pas attendre plusieurs années comme on l'a entendu parfois. Donc ça, c'est très important de peser sur cette ratification. Ensuite, de faire en sorte que chacune des coalitions puisse rendre compte des progrès opérationnels qui ont été faits. Troisièmement, d'apporter des preuves de la mise en place des financements. Quand des financements ont été prévus, il faut vraiment apporter la preuve de ces financements. À la fois le processus de la mise en place des 100 milliards de dollars pour 2020, c'est maintenant que ça se prépare, les financements du Fonds vert pour que toutes les contributions soient versées et que les premiers projets aient été financés. Il sera donc très important au Maroc que l'on puisse voir concrètement quels sont les premiers projets qui ont été effectivement financés par le Fonds vert. Car il y a beaucoup d'impatience dans les pays émergents, ils ont raison, dans les pays victimes du dérèglement climatique, pour que l'on passe des discours aux actes en ce qui concerne la mise en place des financements. Et de ce point de vue, la coalition sur l'énergie solaire est très importante, puisque les financements sont là, les investisseurs privés sont présents, les pays se sont mis en commun pour faire leurs appels d'offres en commun pour faire baisser le prix de l'énergie solaire. Et le Maroc, qui a été à l'avant-garde de l'installation photovoltaïque. J'ai le plaisir d'aller inaugurer avec le roi du Maroc l'installation de Ouarzazate, la première tranche de la centrale photovoltaïque de Nour. Il y a deux autres tranches qui vont être construites avec des technologies différentes, ce qui fait que cette installation peut servir de laboratoire, d'observatoire pour l'ensemble des pays qui veulent aujourd'hui construire de grandes infrastructures. Il va falloir développer aussi les petites infrastructures. Et mon souhait, en ce qui concerne l'énergie solaire, notamment l'énergie solaire en Afrique, les énergies renouvelables en Afrique, sur lesquelles je vais donc faire un rapport en tant que présidente de la COP, c'est que toutes les communautés villageoises puissent accéder à l'électrification, l'autoconsommation. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on puisse articuler les grandes infrastructures, les moyennes infrastructures et la petite consommation de proximité. Et de ce point de vue, l'énergie solaire, qui est l'énergie la plus souple, et qui va devenir l'énergie la moins chère et vraiment l'énergie du futur. Une autre question? Il y a une question ici. Bonjour Madame Royal, Étienne Leblanc, Radio-Canada. Il semble assez acquis que la Chine et les États-Unis vont ratifier l'accord cette année. C'est déjà une grande partie des 55% qu'on cherche. Qu'est-ce que vous allez faire pour aller chercher les 15, 16, 17% qui va manquer? Qu'est-ce que vous allez faire pour aller chercher ça? Ça semble plus difficile que les premières 40%. Oui, c'est une bonne raison, une bonne question. C'est toujours à la fin que c'est plus difficile. Mais je crois que le mouvement est lancé. Le mouvement est lancé, mais il faut maintenir la pression. Il faut être au contact en permanence, comme on l'a été, pour avoir toutes ces signatures avec le secrétaire général des Nations Unies, avec Christiana. Donc il faut sans arrêt rester au contact pour motiver, pour dire que voilà, les délais doivent être tenus, pour que les ratifications soient faites. Et en plus des ratifications, donc on a élaboré un calendrier, on a regardé les procédures constitutionnelles dans chaque pays. Un certain nombre de pays, d'ailleurs, demain, auront déjà ratifié, notamment les
ratify, and some countries will already have been able to ratify. Some countries, such as the islands, and they are indeed the ones that are the most touched by climate change, have already been able to ratify. And France, we will be ratifying very promptly. I am presenting this to the government very clearly. And everybody has to participate, whether it's through parliamentary ways or legal ways, to implement in their calendar, to give a date as to when the signatures will be able to happen, so that we can have a clear visibility of the future and when each country will be able to ratify. And what we ask of them as well is a calendar for the implementation of their national action, so that every country that is involved now, it has to be translated into national action in financial points, in the organization of markets, in the mobilization of companies. Every country has the pressure and needs to put in place programs to have renewable energy and to enforce all this and have access to electricity, so that everyone can finally have access to electricity. I think it's important to provide some clarity here for the press, because the UN Treaty goes through 3 steps in becoming and entering into force. So the first step was the adoption of the Paris Agreement that was universal, that was unanimous in Paris. The second step is the one that we're having tomorrow, which is a signature on the part of all of those countries who intend to ratify the signature. That is remarkably different from the ratification. So Minister Rial has already made that difference. So we went from adoption to signature tomorrow, potentially of 170 countries. But then we need to take the third step. The third step is ratification. The ratification is whatever process is necessary in every country according to their own national regulations to make the Paris Agreement a law within their own country. That process of ratification is separate from the signature. For ratification, the Paris Agreement has established that in order to enter into force at the global level, we will need 55 countries at least, 55 that represent 55% of global emissions to ratify, not to sign, but to sign and ratify. So that is a third step. Now, as Madame Rial has said, tomorrow, some countries will already bring their instruments of ratification. So we know that at least 10 countries will bring their instruments of ratification, and we will have a very exciting announcement from the United States and China that they are signing, but that they are also putting everything in place to ratify, accede, or join the Paris Agreement this year as soon as possible. So that already starts the third process of ratification. So please, let us not confuse the 3 different legal steps. And after all of that comes then the point that Madame Rial has pointed out about how do you take that from a legal perspective, a ratification, to the actual reality on the ground. L'action sur le territoire. Nous avons encore le temps pour une petite question. Okay, Europe has 28 countries. A 28 pays. When do you think they vous would pensez all sign? qu'ils vont And tous secondly, signer, you're not qu'ils going to auront get tous ratified. signé ou ratifié? Everybody signed it. Signé, tout le monde a signé, And ratifié, I je veux doubt dire. there will be Et a U.S. and United States je ratification. ne pense pas qu'il y aura une ratification des États-Unis prête. Big polluters. Donc des pays qui sont des grands pollueurs, est-ce que vous attendez à ce que la Chine et l'Inde ratifient? Alors oui, parce que les États-Unis, Barack Obama et le président chinois et le Premier ministre indien se sont engagés, après la signature, à ratifier le plus rapidement possible. Dans certains pays, ce sont des procédures réglementaires, comme aux États-Unis. Donc, le président des États-Unis d'Amérique va pouvoir procéder à la ratification. Et ça, c'est très important que les grandes puissances polluantes s'engagent. Et c'est très encourageant et c'est ce qui a déclenché aussi une dynamique très forte. Pour l'Europe, les choses sont plus complexes parce que vous savez qu'il y a une double ratification. Donc demain, les pays européens vont signer, la Commission va signer, mais il faudra ensuite que chaque pays ratifie, premièrement,
et que deuxièmement, il y ait une ratification globale des 28 pays. Et donc, c'est une procédure en 2 étapes qui est un peu complexe, que nous accélérons. La France maintient la pression sur ses partenaires pour faire en sorte que cette ratification se passe rapidement. La difficulté est la suivante, je vous dis les choses de façon très transparente, c'est que les efforts qui ont été annoncés par l'Union européenne, la baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre, doit être répartie entre les pays. Cet effort doit être réparti entre les 28. Donc vous imaginez la complexité. Il y a des pays producteurs de charbon, par exemple, qui estiment que pour eux, c'est beaucoup plus difficile de changer très rapidement leur modèle énergétique, donc ils ne peuvent pas s'engager à moins 40% tout de suite, ce qui suppose que d'autres pays fassent plus que moins 40% pour que la moyenne de l'Union européenne soit à 40%. Donc c'est ce travail-là que la Commission est en train de faire avec l'appui de la France et avec l'appui de la présidence de la COP pour que cette répartition se fasse le plus rapidement possible et que les lobbies de toute nature ne viennent pas freiner cette répartition et cette ratification. Donc c'est un effort considérable, mais nous allons le faire pour faire en sorte que cette ratification débouche là à la fin de l'année pour passer le flambeau au Maroc dans de bonnes conditions. Good. Thank you very much, Minister Royal, and thank you, everyone. I would just like to close by thanking everyone, the millions of people who helped to make the Paris Agreement possible. And without minimizing the effort of getting to the Paris Agreement, can I say that was actually the easy part? And now making it a reality is actually going to take even more effort, but fortunately we have a lot of enthusiasm to get that done, because it is actually in the implementation of the Paris Agreement, in making it a reality, where not the rubber hits the road, because that's not the way we speak anymore, okay? We're now talking about where the sun hits the panel. That's it. Thank you very much.